Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Fidèles auditeurs et internautes, bonjour et bonsoir à vous toutes et à vous tous, où que vous vous situez sur la planète Terre. Nous sommes à Lomé, dans la capitale togolaise, où cette émission est consacrée donc au processus électoral au Togo. Et notre invité, il s'appelle Frédéric Sanwogou, il est comptable au centre hospitalier régional de Dapaon. Il a été en 2010, en 2013 membre de commission électorale locale indépendante et en 2015 rapporteur donc dans un centre bureau de vote. Avec lui, nous allons aborder ce qu'on peut appeler processus électoral au Togo, les différentes observations faites sur le processus électoral et ce qu'on peut bien évidemment appeler fraude et les différentes stratégies qui peuvent prêter à l'appellation fraude électorale. Nous en parlons dans cette émission avec notre invité Frédéric Sanwogou. Bonjour et merci pour la disponibilité. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes comptable au centre hospitalier régional de Dapaon. Comme je l'avais dit dans mon introduction, vous avez été membre de CELI en 2010, en 2013 également lors des législatives. Et puis en 2015, vous avez été rapporteur dans une CELI. Racontez-nous un peu cette expérience. Je commence par 2010. C'était les élections présidentielles. J'ai représenté le FRAC à la CELI Bengal, Mandouri. C'était ma première expérience et puis je suis allé un peu, juste à une semaine des élections. C'était juste le temps de former les membres du bureau de vote. Mais on se rend compte que le travail sur le terrain, généralement, dans le Bengal particulièrement, le taux de participation est bas, très bas. Je vais vous donner un exemple. Je passe dans un centre de vote, autour de 15 heures, sur 450 environ inscrits, il y a à peine 100 personnes qui ont voté. Je continue. Mais je suis surpris qu'au moment où on nous apporte les résultats, les PV des résultats, on a jusqu'à 400, si c'était 450, on a peut-être jusqu'à 435 personnes qui ont voté. Alors je me demande, de l'ouverture du bureau de vote jusqu'à 15h, 15h30, il y a eu à peine une centaine de personnes qui ont voté. Les 300 autres ont pu voter en l'espace de 2 heures de temps. Mais écoutez, les gens vont quand même au service et puis ils attendent de sortir. Non, rectificatif. Les dimanches, nous sommes dans le Bengal. Dans le Bengal, les fonctionnaires sont les enseignants. Il y a des ce sont les agents de santé. Il y a des églises. Les églises, au plus tard à 11h, les églises ont fini. Les églises ont fini. À supposer que même les églises vont jusqu'à midi. 13h, 14h, 15h, ils n'ont pas pu voter. Et c'est de 15h à 17h qu'on me dit que 300 et quelques personnes ont voté. Sur quoi fondez-vous vos doutes? Bon, en fait, je reçois des plaintes. Je recevais des plaintes. Je n'ai pas de preuves. C'est des plaintes, c'est des gens qui m'appellent, disent ah, il y a tel député ou tel ministre ou tel cadre qui est dans tel centre de vote et qui est en train de donner 2000 ou 5000 aux membres du bureau de vote pour leur demander, comme les gens ne sont pas votés et ne sont pas venus voter, donc ils n'ont qu'à juste remplir les choses et puis signer les PV. Remplir quoi concrètement? Non, mettre les bulletins dans les urnes. Bourrer les urnes, c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'ils sont votants? Ils ne sont pas votants. Ils ne sont pas votants. Et les membres du bureau de vote jouent au jeu. Contre, ils sont quelconques. C'est des plaintes qu'on a reçues. C'est vrai que je n'ai pas de preuves. Mais j'ai reçu plusieurs plaintes. Maintenant, dans la compilation des résultats en 2010, les membres de la CENI, qui peut-être vont suivre cette émission, peuvent retourner consulter les résultats. On m'amène les résultats d'un bureau de vote
Nombre d'inscrits, 47. Nous leur avons donné 52 bulletins parce que selon les textes, vous donnez le nombre d'inscrits plus une marge de 10%. Voilà. Donc 47, on arrondit à 50. La marge de 50, c'est 5 bulletins de plus. Donc on a pris, vous faites 47, plus 5, ça fait 52. On leur a donné 52 bulletins. Lorsqu'on nous envoie les résultats, on voit sur le PV 249 votants. 47 inscrits, 249 votants. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Moi, en tant que membre de bureau de la CELI, j'ai demandé à ce que le président et le rapporteur de ce bureau de vote s'expliquent. Pourquoi on a 49 et 47 inscrits, on vous a remis 52 bulletins et on retrouve un PV de 249 votants. Vous avez trouvé les bulletins de vote où? D'où viennent ces 200 et quelques? Ces 202 électeurs. Alors l'explication que le président du bureau de vote m'a fournie est que ils sont dans une localité où il n'y avait pas de bureau de vote avant. Les 47 sont des nouveaux inscrits. Les gens de la localité partaient voter dans un village voisin. On devait extraire leur nom des anciens votants, on devait extraire leur nom, les ramener de l'autre côté. Et cette opération, la CENI n'a pas pu faire cette opération-là. Et au finish, c'est les 47 seuls qui se sont retrouvés dans ce bureau de vote. Et que les gens de là ont refusé, qu'ils ne peuvent pas quitter le village pour aller voter dans le village voisin où ils avaient l'habitude de voter. Et alors le président dit qu'il a appelé le chef canton pour lui présenter la situation. Il a appelé un député de Pingal pour lui présenter la situation. Et le député allait dans l'ancien bureau de vote récupérer le matériel, les bulletins, plus l'hologramme, tout ce qu'il fallait pour poursuivre la révision. Il les a amenés. Il a amené tout le matériel dans le bureau de vote et ils ont voté. Je demande voir au moins la liste d'émargement. Il me sort une feuille de cahier où on a mis les noms tout simplement. J'ai dit, mais heureusement, ce président, je le connais très bien. J'ai fait la formation des membres du bureau de vote. Il était dans mon bureau. Il était dans la salle que moi j'ai formée. J'avais dit clairement qu'en dehors des membres de la CENI, de la CELI, personne n'a le droit de venir leur donner des instructions dans le déroulement du scrutin. S'ils ont une difficulté quelconque, ils ont l'obligation d'appeler un membre de la CELI ou de la CENI et c'est à nous de venir résoudre le problème. Alors pourquoi appeler le chef? Ensuite le chef cherche le député et le député amène le matériel. Ce qui est faire entorse au processus électoral. Ensuite j'ai dit, mais est-ce que tu es sûr que si je vérifie les 200 et quelques, ce que vous avez, les noms que vous avez notés là, est-ce que vous êtes sûr que c'est des personnes qui sont réellement du village qu'on a... me dit non, qu'il y a quelques-uns aussi qui sont des natifs du milieu, qui se sont fait recenser dans la zone, dans la région des plateaux, qui se sont fait recenser dans la région des plateaux. Dans la région des plateaux. Pour aller voter dans le mais craignant que si le scrutin se passe mal, il se peut, comme en 2005, il y avait eu des problèmes à Tapamé, il se peut qu'il y ait des problèmes. Donc, les gens ont fait rentrer leurs femmes et leurs enfants sur le Pingal en attendant la fin du scrutin pour retourner et qu'ils sont revenus avec leurs cartes. Donc on ne pouvait pas, c'est des citoyens, on ne peut pas les laisser. Est-ce que c'est permis? Ce n'est pas permis. Moi je rappelle que ça doit être en 2003. Oui. J'ai été aussi un rapporteur dans un bureau de vote à Kodjo-Viakopé. Oui. Et je sais que lorsqu'il faille par exemple quitter Kodjo-Viakopé parce qu'on s'est déplacé entre-temps, on a déménagé tout et tout pour aller voter à Dido Gomé, il faut d'abord qu'on soit radié de l'autre côté pour aller se réinscrire à Adido Gomé afin de pouvoir se faire délivrer la carte d'électeur et voter sur place. Mais comment ça s'est passé que les gens puissent quitter le plateau? Est-ce que vous comprenez ça pour aller voter dans le pays? C'est ce que je disais. Je rappelle que ça fait au moins plus de 400 km. Bien sûr, bien sûr. Comme ils l'ont dit, c'est des gens qui sont revenus pour
pour eux, raison de sécurité, et qui devaient repartir si les élections, tout se passait normalement, ils vont retourner dans la région des plateaux. Mais une fois sur place, ils disent qu'eux, ils sont venus aussi pour demander voir si on peut les laisser voter. Et que l'autorité, le député en question, leur aurait dit de les laisser, que c'est des citoyens togolais, de les laisser s'exprimer. Donc, ils ont présenté leur carte et c'est à partir de leur nom qui se trouvait sur leur carte qu'ils ont recopié tout simplement sur la feuille, une feuille ordinaire, nom et prénom tout court. Nom et prénom tout court, sans date de naissance, numéro de carte, il n'y a rien dessus. En fait, ils n'ont pas le droit de voter. La loi dit que lorsque je suis dans une localité, je suis inscrit dans un bureau de vote et que je veux, le jour du scrutin, je serai en déplacement, je prends soin d'identifier quelqu'un qui est enregistré dans le même bureau de vote que moi. Je lui propose de voter à ma place. S'il accepte, je vais à la CELI, je présente ma carte aux membres de la CELI, je dis je ne serai pas là le jour du scrutin, je voudrais une procuration. On lui donne une fiche vierge qu'il remplit avec l'identité de l'autre. Il vient avec les deux cartes à la CELI. On vérifie les informations. Si c'est correct, le président de la CELI signe la procuration et on lui remet, il va chez l'autorité pour viser à nouveau. Et ensuite, il peut maintenant voyager en remettant et sa carte et celui qui l'a mandaté pour voter à sa place, plus la procuration pour aller voter. Voilà, c'est comme ça. C'est ce que la loi prévoit. Mais tant qu'il n'y a pas de procuration et que vous n'êtes pas recensé dans le même bureau de vote, je ne peux pas, par exemple, donner une procuration à mon enfant ou à un ami qui est enregistré dans un autre bureau de vote que moi. Ce n'est pas possible. La loi ne l'autorise pas. Eux, non seulement ils ne sont pas enregistrés ni dans la préfecture, ni dans la région, ils ont été recensés dans une autre région par peur de violence post-électorale. Ils se sont déplacés. Mais quand même, ce sont des citoyens. Ce sont des droits de vote. Ce sont des citoyens, mais en se déplaçant, ils auraient pu prendre soin de faire des procurations. De faire les formalités. Voilà. De faire des procurations. Ou carrément, au mois du recensement, ils se replient. Moi, je connais des gens qui sont à Lomé, mais lorsque la période de recensement arrive, ils reviennent se faire recenser dans leur village parce que chaque fois qu'il y a vote, ils viennent toujours voter dans leur village avant de retourner dans la localité où ils sont en fonction. Voilà. Alors, dites-moi, M. Frédéric Sanwougou, quelle est la place d'un député ou d'un ministre ou peut-être d'un cadre d'une certaine localité dans le fonctionnement de la CENI, des CELI, des bureaux de vote, des centres de vote? Logiquement, ils n'ont pas de place. Le ministre n'a pas de place. Le député n'a pas de place dans le processus électoral. Mais dans l'organisation, oui, c'est l'autorité. Dans l'organisation, quand on prend par exemple au niveau des CLC, on nous identifie des personnes ressources qui travaillent en collaboration avec nous. Quand je dis non, on travaille en collaboration avec le préfet. Dans les communes, on travaille en collaboration avec les maires parce qu'il y a certaines actions que nous voulons poser. La CELI pose sur le terrain, on a besoin quand même de prévenir l'autorité pour que certaines dispositions soient prises pour que notre activité puisse se dérouler convenablement. Par exemple, dans les villages, il y a certaines informations quand on veut passer, puisque tout le monde n'a pas la radio, on est obligé de gongonner. Donc, on collabore avec les chefs cantons en leur remettant des sous pour qu'ils puissent trouver des gens pour sillonner dans le village, gongonner et rassembler peut-être les gens et informer les gens qu'il y aura telle activité liée au processus électoral. Mais dire qu'un ministre est impliqué, non. Le ministre de l'administration territoriale est impliqué dans le processus, mais il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2013? Je rappelle que c'était l'époque des les législatives. Là, je n'étais plus à la CELI Pédial, j'étais plutôt à la CELI Tone 50C, c'est-à-dire les deux préfectures formaient une seule CELI. Et là, j'avoue que le travail est hyper pénible. Combiner deux préfectures, Tone et vous voyez la corne du Togo, Zumbeko quelque part là-bas, tu quittes Dapan pour allier cette localité. Avec celui qui quitte Dapan avec l'état de la route, celui qui quitte Dapan pour Mango, voire même Kara, peut même arriver avant toi. Parce que arriver à 50C, jusqu'à 50C, la route est bonne.
Jusqu'à 5 ans, c'est la route est bonne. Mais au-delà de 5 ans, vous n'avez plus de route. Pour aller dans ces villages, vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas de route. Et on a combiné les deux. D'abord, ça pose problème parce que l'effectif au niveau de la CELI, vous êtes 7 membres et vous allez couvrir toute cette superficie. Ça fait que vous risquez de ne plus être. C'est pour ça que vous êtes payé, quand même. On vous paye pour ça. On paye, oui. Mais vous allez payer quelqu'un, lui demander d'être, je ne sais pas, à Pana. À Pana, non, puisque nous sommes dans la savane, je donne un exemple à Pana. Oui. De Pana ou bien Bichanga qui est encore au fond, et vous me demandez d'aller à Zumbeko, près de 200 km. Je ne serai pas efficace. Si nous voulons l'efficacité des membres de la CELI, il faut véritablement décentraliser. Est-ce que c'est fait à dessein? Difficile de le dire. Difficile de le dire parce que nous, ça nous empêche, on reçoit des plaintes, mais des moments où on reçoit des plaintes, à des moments où on ne peut même pas faire le déplacement pour aller vérifier. Donc ça fait que quelquefois, on est un peu perdu. Tel parti politique appelle pour dire qu'il y a tel adversaire qui est en train de faire telle pratique dans telle localité. Il est 16 heures. Généralement, les appels viennent de... Nous savons que dans notre pays, il y a quand même la bipolarisation. Nous avons le parti au pouvoir et puis les autres qui se réclament de l'opposition. Oui. Il y a une opposition qualifiée de radicale. Les appels viennent souvent de quel parti? Non, généralement, c'est du côté de l'opposition. Qui régulièrement appelle pour dire nous avons vu tel ministre ou tel ancien ministre, nous avons vu tel député, on a vu tel DG de tel UNI ou de RPT qui est dans telle localité, qui est en train de demander aux gens de faire ci, de faire ça. C'est contre la loi? C'est contre la loi. Il a quoi à voir, il est citoyen, il est venu pour sa campagne ou sa pré-campagne. Il reste dans sa campagne. Il n'a pas à s'interférer. Quand on est natif dans le milieu, oui, c'est convenable quand même qu'on puisse appeler ses frères et ses sœurs à aller, par exemple, exercer le droit de vote. Oui, on peut encourager les populations à aller se faire recenser. Et ça même, c'est le rôle, ça fait partie des rôles des partis politiques, de sensibiliser les populations pour qu'ils aillent se faire recenser, avoir leur carte et pouvoir voter le jour du scrutin. Mais quand on va prendre un enfant de 14 ans, qu'on encourage moyennant quelque chose pour aller se faire enrôler. Vous en avez vu? Bien sûr. Là, vous parlez de l'enrôlement des mineurs. L'enrôlement des mineurs. J'en ai vu. J'ai même intercepté une fille. Je cite clairement le canton. Dans le canton de Bichanga. Je revenais de Boissé. Boissé, la localité. Là où il y a plein de peu, Bichanga. Un peu de Peul. Disons que presque toute la région des savanes, il y en a un peu partout. Donc, je revenais de Boissé. Et je dis, oui, je crois Boissé. Bon, une localité un peu reculée de Bichanga Centre. Je revenais de là, je croise une petite fille qui tenait une carte d'électeur. Je ralentis et je l'appelle, je dis, viens. Elle dit, ah, tu t'es fait recenser naïvement? Elle me dit, oui, elle s'est fait recenser. Et je lui ai dit, donne-moi ta carte, je vais voir. Je prends la carte, je regarde, elle a 19 ans. Sur la carte, je dis, oh, tu as 19 ans? Elle me dit, oui. Je dis, tu fais quelle classe? Elle dit, je suis en 6e. Je dis, tu es en 6e? Elle dit, oui. Je dis, mais tu as fait combien d'années à l'école primaire? Et moi, elle me dit qu'elle a doublé une seule fois. Alors, on sait que du CP1 au CM2, ça fait 6 ans. Si on a doublé une fois, ça fait 7 ans. Plus sa classe de 6e, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans qu'elle est à l'école. Et si la personne a 11 ans? Et je lui ai demandé, j'ai pris soin de lui demander, tu as commencé l'école à quel âge? Elle me dit qu'elle avait 6 ans quand elle a eu 6 ans et puis elle a commencé le CP1. 6 plus 8, ça fait combien? Ça ne fait pas 19 à ce que je sache. Ça fait 14. Donc elle a 14 ans. Je lui ai dit, mais attends, sur la carte, on a mis 19 ans. Et selon le calcul que toi et moi on vient de faire là, tu as 14 ans. Elle dit non, que c'est parce que ça, il y a une de ses camarades de classe qui allait se faire enrôler, qui est venue à l'école avec la carte. Donc elle aussi, elle est plus âgée que sa camarade de 3 mois. Et sa camarade allait se faire recenser. Donc elle aussi, elle est allée. Et le chef a témoigné qu'elle avait 19 ans. Bon, pas le chef canton, c'est-à-dire la personne ressource qu'on a placée dans ce centre de recensement a témoigné que
La fille avait 19 ans. Bon, les opérateurs de saisie qui sont là, qui ne sont pas du milieu, il n'y a pas eu de contestation des délégués des partis politiques membres du CLC, il n'y a pas eu de contestation. On l'a enrôlé. En 2015, je vais anticiper puisque nous sommes sur le cas de l'enrôlement des mineurs. En 2015, dans un canton dénommé Nanergou, pas très loin de la ville de Dapan, j'étais à la CELI, je reçois un coup de fil, on me dit, ah, Frédéric arrive à Nanergou, ça ne va pas. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais qu'il y a une autorité qui a fait venir un véhicule avec des enfants d'un centre de formation pour se faire enrôler. Et que quand on regarde le visage de ces enfants, peu ont l'âge de 18 ans. Ils essaient de refouler, mais on fait la pression sur eux. Je dis, ok, j'arrive. Je prends ma moto. Heureusement que ce n'était pas une très longue distance. En 10 minutes, j'étais déjà là-bas. Il faut avouer que je n'ai pas respecté les règles de sécurité. J'ai énormément filé. J'arrive, je constate effectivement qu'il y a des petites filles qui se promènent dans la cour. J'attrape une, je vois elle a une carte. Je dis, tu viens d'où? Elle me dit qu'elle est de Tami. Tami qui est à 2 cantons du canton de Nanergou. Vous quittez Nanergou, vous dépassez un canton Naki Ouest. Ensuite, avant d'arriver à Tami. Je dis, mais pourquoi tu viens, tu te retrouves ici? Que c'est sa patronne qui l'a amené pour se faire recenser. Rapidement, j'ai fait le tour de celles qui étaient encore dans les rangs. J'ai ordonné qu'on les dégage. J'ai appelé les forces de sécurité qui sont venues intervenir. Donc, il y a cet aspect d'enrôlement de mineurs. Et généralement, ces mineurs, quand ils finissent le recensement, on leur récupère les cartes. C'est-à-dire, des personnes plus âgées récupèrent les cartes. On ne sait pas qui récupère ces cartes. Ceux qui les ont poussés à aller se faire recenser récupèrent les cartes pour donner à des personnes plus responsables qui viendront le jour du scrutin avec des procurations. C'est-à-dire, on leur fait établir des procurations et ils viennent voter avec des procurations. Ils viennent voter avec des procurations. Et il n'est pas rare de tomber dans un bureau de vote où il y a jusqu'à une dizaine de votes par procuration. Et quand vous regardez la localité, vous vous dites que vote par procuration dans ce village, c'est un peu exagéré. Alors, est-ce que cette façon-là de faire a une répercussion sur le processus électoral? Tout à fait. Tout à fait. Quand on prend des enfants à qui on délivre des cartes d'identité et des cartes d'électeurs, qu'on manipule pour aller voter pour telle ou telle autre personne, ou à qui on récupère la carte après et on fait des procurations pour aller voter pour tel ou tel parti, ça fausse le jeu, ça fausse le calcul. Et ça tourne à l'avantage de qui, par exemple? Généralement, selon les plaintes de gauche à droite, ça tourne à l'avantage du pouvoir. Mais seulement qu'on ne peut pas le prouver de façon... Puisque selon vos explications, ce qu'on met dans autorité, généralement, ça vient... Non, ils sont du régime, du pouvoir, bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, vous savez, le 31 juillet dernier, dans sa feuille de route, la CEDEAO a parlé de refonte du fichier électoral et dans un communiqué... Permettez-moi par rapport au processus électoral. En 2015, au présidentiel passé, il y a eu une scène. Allez-y. On a retrouvé des procurations vierges signées par le président de la CELI et signées par le préfet. Est-ce que ça se passe ainsi? Ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Non, est-ce que dans vos formations, ça doit bien sûr, se passer? Je venais d'expliquer le processus tout à l'heure. Tu viens avec ta carte. Tu dis non, je ne serai pas là. On vérifie si tu es récent. Et effectivement, ça, on te donne la carte. Et la fiche. Tu remplis avec celui qui doit voter pour toi. Vous ramenez les 2 cartes, plus la fiche de procuration déjà remplie. On compare, on vérifie les informations si c'est correct. Le président de la CELI signe. C'est en ce moment qu'on signe. C'est après remplissage. Après vérification des 2 cartes, on signe. Et ça va chez l'autorité. Mais à notre grande surprise, je me suis retrouvé sur le terrain. J'ai découvert des personnes qui avaient des procurations signées par
le président de la CENI. Les procurations vierges, signées par le président de la CENI. À remplir à tout moment. À remplir à tout moment, par n'importe qui. Et ce qui était encore grave, c'était prédisposé dans les bureaux de vote. Et c'est toujours en Anergou. Ces procurations, je les ai saisies en Anergou. Celui qui m'a donné l'information, qui m'a appelé pour m'alerter, avait déjà pris une procuration. Il a même mis ça sur les réseaux sociaux. Il a même mis ça sur les réseaux sociaux avec le cachet. Je suis venu, j'ai récupéré ces procurations vierges dans tous ces bureaux de vote. Et en sortant, on me dit, voilà ce monsieur-là qui a apporté ces procurations. Et je l'ai interpellé. Il avait une enveloppe, une chemise. Je me suis jeté sur la chemise parce que j'ai pressenti que ça devait être les mêmes procurations. Je me suis jeté sur la chemise, j'ai récupéré. Effectivement, quand j'ai ouvert la chemise, c'était les procurations bien signées. Une centaine environ. Par le président de CENI. Président de CENI. Vierge. Ça, c'est ce que j'ai vu. Mais maintenant, les coups de fil de gauche à droite disent plein de choses, comme je n'en ai pas vu. Permettez-moi de ne pas aller tout sur ce terrain. Alors, selon vous, vous savez, en 2015, il y a eu également ce théâtre comment dirais-je, de convoyage de procès-verbaux par hélicoptère vers le centre Togo 2000 pour la compilation. Après, on a retrouvé dans un mémorandum du collectif Sauvons le Togo, avec à l'époque comme candidat Jean-Pierre Fabre, on a retrouvé quand même des PV tels que vous les identifiez. Aujourd'hui, comme je le disais le 31 juillet dernier dans sa feuille de route, la CEDEAO a suggéré une refonte donc du fichier électoral, la reprise donc du processus dans son intégralité de recensement. Oui, selon les normes, 2015-2018, ça fait 3 ans. Et en 2015, ce n'était pas un recensement, c'était une révision. On a utilisé le fichier de 2013 qu'on a révisé pour pouvoir permettre aux gens de voter. Un fichier déjà prédisposé à... Voilà. Et on a révisé pour permettre aux gens de pouvoir voter, pour pouvoir faire le scrutin de 2015. Alors, 2013-2018, ça fait 5 ans. Donc, on ne peut plus parler de révision électorale, mais on parlera d'un recensement pur et simple. Que faudra-t-il faire aujourd'hui pour que ce recensement dont on parle ne soit pas un festival d'enrôlement de mineurs, puisque vous n'en avez pas parlé, je ne sais pas si c'est vrai, les gens racontent que des fois il y a aussi des noms des personnes décédées qu'on retrouve sur la liste. C'est un peu complexe. Il y a quelque chose qui pouvait résoudre ce problème, comme je l'ai remarqué lorsque j'étais en Côte d'Ivoire. Soit tu présentes une carte d'identité ou tu présentes un extrait d'acte de naissance. Alors, si au Togo, on peut faire des audiences foraines pour que chaque citoyen ait sa naissance. Le vrai problème, c'est que dans les villages... supplétifs, ou les jugements supplétifs, par exemple, en 2000, on leur établit des jugements supplétifs sur 2010 ou 2000, j'en sais rien. Oui, mais si c'est fait à un moment électoral, les gens vont se permettre de faire ça. Mais si c'est fait à un moment où on n'a pas besoin forcément, on n'a pas besoin, il n'y a pas une échéance, là, les gens vont le faire de façon honnête. Les gens vont le faire de façon honnête. On peut même aller au-delà de ça. On établit la naissance, aussitôt la naissance établie, on t'établit ta carte d'identité. Dans d'autres pays, même au Burkina, on n'établit pas la carte d'identité avec le certificat de nationalité. Non, on établit la carte avec la naissance. C'est lorsque tu veux le certificat de nationalité, là c'est un document plus important. Là, il y a une procédure qu'il faut suivre. Voilà. Donc on peut faire des audiences foraines sur toute l'étendue du territoire, établir les naissances aux gens, et ensuite établir les cartes d'identité aux gens. Et lorsque tu viens pour te faire recenser, tu présentes ta carte d'identité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut par exemple, parce qu'il y a des gens qui parlent de biométrie, est-ce qu'on peut faire l'expérience aujourd'hui? Est-ce qu'on a les moyens? L'expérience de la biométrie, les cartes... Pour éviter l'enrôlement des mineurs ou quoi? Oui. Est-ce que ça, c'est compliqué? C'est compliqué parce que quand la personne arrive sans naissance, ça veut dire que ce que la personne va dire, c'est ce que vous allez enregistrer. Eh bien, il y a quand même son parent. Oui, mais son parent vient témoigner.
La petite dont je parlais, de 14 ans, mais quelqu'un a témoigné qu'elle a 19 ans. Et on lui a établi la carte. Même si c'est des trucs biométriques, mais on va toujours se baser sur des témoignages. Certains même font exprès. Cet élève à sa naissance, l'élève dont je parlais, à sa naissance, en 6e, ça veut dire qu'elle a passé au moins le CPD. Elle a passé le CPD, elle a au moins eu la naissance. Mais elle est venue sans la naissance. Alors, si on rend la présentation de la naissance obligatoire dans l'établissement de la carte d'électeur, ça pourra réduire un peu les choses. Là, par exemple, si tu prends ma naissance, ou venez te faire recenser, on va noter les informations qui sont sur la naissance. Si moi, je reviens avec la même naissance pour me faire recenser, l'appareil va détecter un doublon. Voilà. Mais lorsque c'est des témoignages, on peut toujours faire des jeux. C'est difficile, c'est difficile. L'enrôlement de mineurs, c'est éviter ces histoires de témoignages si possible. C'est difficile parce que s'il n'y a pas cette histoire de témoignage aussi, on peut exclure les gens qui logiquement ont quand même l'âge de voter. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu rabougris, excusez-moi du terme, qui sont un peu rabougris, tu le regardes, il ressemble à un jeune de 14 ans, mais il a déjà 20 ans. Voilà. Il a déjà 20 ans. Mais par contre, tu vas voir un jeune garçon qui a à peine 15 ans, mais quand tu vois son physique, tu penses qu'il a déjà une vingtaine d'années. Voilà. Donc c'est un peu difficile si nos autorités peuvent faire en sorte que chaque citoyen ait au moins l'acte de naissance, que j'ai l'habitude de dire, le premier diplôme d'un être humain, l'acte de naissance, et si possibilité, établir les cartes d'identité à partir des actes de naissance. Et maintenant, corser plutôt seulement l'établissement de cette carte de nationalité. Ça va permettre qu'on puisse vraiment... Moi, je ne sais pas, hein, si vous et moi, on est à une compétition et que je me fais confiance. Pourquoi mettre tout un tas de jeux autour? Mais il y a quand même, vous savez, en matière d'adversité, ça fait appel des fois à des stratégies gagnantes. Oh, des stratégies gagnantes, mais pas des stratégies pour torpiller le processus ou pour je sais pas, pour torpiller la loi, quoi. La loi dit les mineurs ne votent pas. Je veux gagner, j'incite les mineurs par tous les moyens possibles pour se faire recenser. Logiquement, sur le plan pénal, je dois être poursuivi. Et le mineur aussi. Oui, je dois être poursuivi. Et le mineur également. Et le mineur également. Alors, aujourd'hui, dans son communiqué, la CENI a annoncé la reprise du processus électoral. C'est vrai que les acteurs, dans leur réaction, ne sont pas du tout d'accord avec cette façon de faire-là. Aujourd'hui, la question est de savoir si le Togo peut aller aux élections dans ces conditions actuelles, ou même avec le général Siaka Sangaré, le fichier électoral n'a pas pu être assaini. Vous recommandiez tout à l'heure un recensement en bonne et due forme, mais selon la feuille de route de la CEDEAO, on doit pouvoir aller aux législatives le 20 décembre 2018. Ok. Permettez-moi de faire un peu de mathématiques avec vous. Avec ma petite expérience que j'ai à la CELI, il nous faut minimum 60 jours pour le recensement. Ça fait 2 mois. 2 mois. Le mois d'août, moi je ne compte plus le mois d'août. On est déjà au-delà du 10. Je ne compte plus le mois d'août. Donc si on a 2 mois pour le recensement, ça veut dire que septembre, octobre. Nous avons d'autres étapes. Après le recensement. Après le recensement. Or, avant le recensement, il y a encore d'autres étapes. C'est-à-dire qu'il faut d'abord la mise en place des CELI, ensuite leur formation, la mise en place des CLC, leur formation. C'est tout un travail. Le déploiement qu'il du faut, matériel, d'abord l'acquisition. Les opérateurs de saisie et autres, on a lancé déjà l'appel d'offres, les gens ont postulé. Il faut faire tout ce travail préliminaire. Mais quand moi, à mon analyse de la feuille de route, on a dit qu'il faut faire des réformes institutionnelles et constitutionnelles. C'est dans la Constitution qu'on définit les règles de jeu en matière du processus. On est même allé jusqu'à recommander la recomposition de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle qui proclame en dernier ressort
les résultats. Alors, ça n'a pas été fait. On n'a pas retouché la Constitution, les lois liées au processus électoral et on dit on veut aller aux élections. On a même parlé de l'appui de la communauté internationale, du comité de suivi. un comité de suivi qui va s'impliquer dans le truc. Aujourd'hui, le comité est composé de qui et de qui? Personne ne le sait encore composé. Donc il faut, pour une question de confiance, que les résultats plus tard ne soient pas contestés, il faut quand même qu'on fasse l'effort de mettre ce comité de suivi en place, de revoir le cadre électoral, notamment les articles dans la Constitution qui concernent la Constitution, qui sont conflictuels, qui concernent, comment l'appelle-t-on, les élections. Il faut que ce soit revu. Ensuite, que ça vienne jaillir sur le code électoral. Ça vient jaillir sur le code électoral. Ça, c'est des étapes qu'il faut franchir d'abord avant de parler de composition de CELI et autres. Alors, tant qu'on n'a pas mis en place les CELI, on ne peut pas lancer les CLC pour dire qu'on veut passer au recensement et patati patata. Alors, au jour d'aujourd'hui, sincèrement, en tant qu'acteur de la société civile, j'ai dit il y a quelques jours lors d'une rencontre, nous n'avons pas deux Togo. On a un seul pays, un seul Togo. Et nous avons intérêt à ce que ce seul Togo soit en bon état pour tous les Togolais et pour tous ceux qui résident au Togo. Donc, jouons franc jeu, faisons les choses dans les règles de l'art, tout le monde sortira gagnant. C'est tout. Alors, Frédéric Sanwogou, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien. Quel appel avez-vous à lancer aux acteurs pour que ce message, sur la base de vos expériences, soit mis en application pour le grand bonheur d'un Togo meilleur? Bien, ce que je peux dire à l'instant, c'est de demander aux différents partis politiques, que ce soit du pouvoir, de l'opposition, de jouer franc jeu, de ne pas trop faire les calculs politiques. Parce que actuellement, dans la situation actuelle du pays, c'est le citoyen qui paye le prix. C'est le citoyen qui paye le prix. Moi, je travaille à l'hôpital. Des gens viennent avec leurs enfants. Il accompagne madame à l'hôpital. Il abandonne la femme. Lorsqu'on tend la première ordonnance, il abandonne la femme. Il dit, je vais aller chercher l'argent, je reviens. Jusqu'à ce que l'enfant ne meure. Et la maman met son bébé mort au dos pour rejoindre, pour retrouver pour le mari l'hôpital. Des gens qui fuient les salles d'hospitalisation parce qu'ils n'ont pas la possibilité de payer les frais d'hospitalisation. Des gens qui signent des décharges parce qu'ils n'arrivent pas à honorer les ordonnances. À quoi bon rester à l'hôpital? Ils demandent aux médecins, on va aller se soigner à l'indigène. Ils signent des décharges et ils vont mourir tranquillement chez eux. Donc, on a besoin que le pays puisse être stable, que le pays puisse être géré selon les règles de l'art. L'alternance n'est contre personne. On dépassait le Bénin. Mais il a fallu que Kérékou parte. Soglo vienne. Il a fait un temps. Il est parti. Kérékou est revenu à nouveau. Aujourd'hui, nous sommes avec Talon. Mais quand un président arrive, il veut qu'on dise que c'est à mon temps que tel a été fait. Et cela va dans l'intérêt des populations. Cela va dans l'intérêt des pays. Cela va même dans l'intérêt de ces autorités. Parce que quoi qu'on dise, c'est eux les devanciers. Si le pays est bien entretenu, si le pays est bien géré, si les citoyens se sentent à l'aise, c'est eux qui tirent le chapeau. Grand profit. Voilà. Donc qu'ils mettent tous bas à la terre et que chacun travaille, pas dans son intérêt, mais dans l'intérêt du pays. Frédéric Sanwogou, je rappelle que vous êtes comptable au centre hospitalier régional de Dapaon. Vous avez été membre de CELI en 2010 et en 2013 et puis rapporteur en 2015. Merci pour votre disponibilité, d'avoir surtout accepté de partager ces expériences avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et bon vent à Canal K. Et puis à la Gazette du Togo. À la Gazette du Togo, tous les médias, s'il vous plaît,
Vous êtes une puissance, vous les médias. Sachez utiliser votre puissance pour plutôt le bien. Parce qu'il y en a parmi vous qui utilisent cette puissance pour détruire. C'était juste une parenthèse. Merci beaucoup à vous, Frédéric Sanogou. Je rappelle une fois encore que vous êtes comptable au centre hospitalier régional de Dapaon. Nous avons échangé avec vous sur le processus électoral, sur la base de vos expériences, à partir de votre position de membre de CELI en 2010, en 2013, et puis également de rapporteur en 2015 lors de la dernière élection présidentielle au Togo. Merci d'avoir partagé donc ces expériences avec nous. Merci également pour le message à l'endroit des acteurs politiques, sans oublier, entre griffes peut-être, je ne sais pas si c'est un coup de gueule, à l'endroit de la presse. Nous en prenons acte et comptons vivement en faire usage et profitons pour lancer l'appel et dire qu'effectivement nous sommes appelés quatrième pouvoir, et lorsqu'un pouvoir est mal utilisé, ça participe à la destruction d'une communauté ou d'un peuple, et nous avons besoin de l'utiliser à bon escient pour un Togo meilleur. Merci à notre invité Frédéric Sanogou. Je rappelle qu'il est comptable au CHR de Dapaon. Avec lui, nous avons échangé sur le processus électoral, les différentes stratégies de fraude, ou sur la base de ces expériences, comme je l'ai dit, en 2013, en 2015, en 2010. Et nous avons également parlé de la feuille de route de la CEDEAO. Vous avez suivi ces recommandations à l'endroit des acteurs et aussi à l'endroit de la presse qui a besoin de jouer son rôle en tant que quatrième pouvoir pour le plein épanouissement du peuple et non pour cautionner un quelconque pouvoir qui serait l'oppresseur d'un peuple. Je suis Rodrigue Aego et merci donc au cadreur Jacques Amouzouvi, Dossé et à Romuald Lansou. Bien de choses à vous qui allez nous suivre sur le www.lagazettedutogo.com et bien sûr également sur Radio Kadalka et Radio Avoulété. Bien de choses chez vous. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.